Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce tout premier numéro du cycle de séminaires consacré à la gouvernance des territoires face aux risques climatiques en Afrique et en diaspora, qui entre dans le cadre du programme L'Aspect Séminaire et porté par le Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora LASPAT. Le LASPAT est un laboratoire en sciences humaines et sociales affilié à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et qui se particulirise par ses approches interdisciplinaires, participatives et innovantes. C'est également un laboratoire qui mène des recherches qui mène des recherches liées aux défis contemporains des sociétés africaines. Défis au premier rang desquels figurent d'ailleurs les changements climatiques. Ces dernières entraînent des modifications profondes et fragilisent nos écosystèmes, les populations et par conséquent les territoires. C'est donc tout naturellement que des réponses sont entreprises pour pallier à ces défis. Ces réponses vont être institutionnelles à travers des politiques publiques ou des réponses tout simplement communautaires. Toutefois, avant toute idée entreprise pour relever ces défis, il est nécessaire de comprendre les concepts tels que les changements climatiques, les risques climatiques, car ce sont souvent des termes qui sont utilisés de façon aléatoire et pouvant mener à des confusions. Je m'appelle Diana Baba, je suis ingénieure en gouvernance territoriale et développement durable et je suis actuellement chargée de projet et allocataire de recherche au sein de l'ASPAD. Pour aborder cette première thématique, nous avons un grand honneur et le plaisir d'accueillir Dr Fatima Toussal. Dr Fatima Toussal est docteur en géographie. Elle est également titulaire d'un double master en géographie avec une spécialité en écosystème et environnement et également en gestion des aires protégées. Elle a également une expérience d'une douzaine d'années dans la mise en œuvre et la coordination de projets environnementaux liés à la gestion de l'eau, des ressources naturelles, à la gouvernance, au développement urbain, intégrant les services écosystémiques dans le contexte actuel de changement climatique. Elle a eu différents postes de responsabilité technique et stratégique auprès d'organisations nationales et internationales de la société civile dans le secteur public. Elle est également à l'origine de plusieurs publications scientifiques, dont les suivantes: Culture, durabilité et bien-être, histoire, théorie, histoire et politique, Saint-Louis du Sénégal, les aventures de la Terre, les inondations à Dakar, gestion des risques et adaptation locale. C'est une militante également des causes humanitaires. Elle bénéficie d'une quinzaine d'années d'engagement dans les mouvements associatifs et plus de 5 ans d'expérience professionnelle dans le monde du développement international et humanitaire. Et elle est actuellement la directrice exécutive de l'association Nature, Communauté et Développement, qui est une association qui œuvre dans la conservation de la biodiversité et le développement communautaire. C'est donc un profil intéressant et très pertinent pour cette première thématique. Docteur Sall, la parole est à vous. Merci beaucoup, Diana. C'est un plaisir pour moi de participer à cette série de rencontres et vous me permettrez de vous remercier de me reconnecter dans le monde de la recherche parce que, comme vous l'avez dit, j'ai eu à effectuer plusieurs travaux de recherche sur les questions de changement climatique, particulièrement par rapport à la résilience socio-écologique dans le contexte des changements climatiques avec tout ce qui est valorisation des services écosystémiques dans les politiques d'adaptation, d'atténuation au changement climatique. Mais j'avoue que ça fait un bon bout de temps quand même que j'ai été déconnectée et plus présent dans le monde du développement. Et donc, c'est un plaisir aujourd'hui de reparler de ces questions. Quand vous m'avez demandé d'aborder, d'animer ce séminaire, je voudrais dire, j'ai un peu titillé parce que, voilà, je me disais que ça fait un bon bout de temps que j'étais plus sur des questions pratiques, opérationnelles, mais en tant que passionnée de la recherche quand même, je me disais que, voilà, ce serait intéressant de pouvoir rediscuter de ces questions conceptuelles, théoriques, avec des scientifiques, mais également mettre en relation avec des questions un peu plus pratiques en termes de développement. Et pourquoi donc j'avais un peu hésité, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de changement climatique et en termes d'appropriation conceptuelle, ça demande beaucoup de choses, autant théoriques
et opérationnel. Et vous me permettrez de démarrer avec cette assertion que j'avais consignée dans ma thèse en 2017, égard aux travaux de Dumez de 2011, qui disait que tout concept est environné d'autres concepts et il intervient dans un champ conceptuel et ses relations nous donnent du fil à retordre. Sa conception doit reposer sur une dénomination qui renvoie aux connotations contenues dans le mot, une compréhension qui renvoie généralement à la définition du mot, une extension qui recouvre les cas empiriques auxquels ils vont s'appliquer et ne vont pas s'appliquer ce dit concept. Et aujourd'hui, donc, en parlant de changement climatique, vous-même dans votre introduction, vous avez parlé de risques et il y a beaucoup d'autres notions qui émergent en parlant de ces questions de changement climatique et de risques territoriaux. Et également, d'autres même vont vous dire que le changement climatique n'est pas un concept en soi. Mais comme vous l'avez dit, il est important peut-être d'avoir une compréhension commune quand on parle de changement climatique, comme je l'ai dit tantôt. Qu'est-ce qu'on entend par changement climatique au plan empirique? Comment est-ce que cette notion, ce concept doit être pris en compte? Parallèlement également, en parlant de changement climatique, d'autres vont vous dire que les changements climatiques n'existent pas ou bien que le climat a de tout temps changé. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on est dans un contexte assez spécifique. Et donc, il y a une acception commune pour parler des changements climatiques. C'est qu'il faudrait qu'on soit à une modification à long terme des températures, des précipitations, vents, c'est-à-dire tous les paramètres liés au climat sur plusieurs décennies ou siècles. Et évidemment, comme je disais, en référence aux climato-sceptiques, c'est ce qu'ils disent que le climat a de tout temps changé. Effectivement, ça a de tout temps changé, mais on est dans un contexte assez particulier car ces modifications sont dues à un réchauffement global et une perturbation durable des systèmes climatiques. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir par là? C'est la notion de temps dans les modifications qui paraissent assez importantes. Et comme le disent les climato-sceptiques, ça a toujours existé. C'est pourquoi on parle d'origine naturelle. Mais le fait particulier aujourd'hui, c'est que ces phénomènes se sont accélérés avec la pression anthropique. Et donc, par rapport au cycle de l'eau, par rapport à la biodiversité, par rapport à l'humain de façon générale, avec tout ce que ça englobe, ça a des impacts transversaux qui font que on est en phase à des phénomènes, à des situations non négligeables et qui méritent une attention particulière par rapport au climat ou après tout ce qu'on va aborder un peu plus tard concernant tout ce qui est risque, vulnérabilité. Donc, ce que je disais sur l'application des concepts au plan empirique. Mais pour peut-être rester par rapport à ces questions de changement climatique, c'est que, comme je disais, un changement soutenu dans le temps et un constat est fait par rapport aux scénarios à différentes échelles. Donc, les scénarios, c'est selon les perspectives d'évolution possibles. Et là, je présente trois scénarios, 2.6, 4.5, 8.5. 2.6, c'est face à un réchauffement moindre, faible, on va dire. 4.5, modéré, donc plus ou moins importante. Et le scénario le plus inquiétant, 8.5. Et qu'est-ce qu'on constate par rapport à ça? C'est que comme son nom l'indique, pour le SP1, ce qui est attendu au plan mondial, ce sont des augmentations de température comprises entre 1,5 et 1,8. Donc, vous voyez à travers ce tableau comment est-ce que les choses évoluent. Si on est avec le scénario modéré, 2.3 à 2.8, scénario élevé, 3.5 à 4.8, avec des impacts très sévères. Donc, moins extrême à sévère pour le monde de façon générale. Et si on dégrossit
un peu venant en Afrique, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'avec le scénario faible, on est entre 1, 2 et 2, avec des risques toujours modérés, parce que voilà, c'est le moins important. Scénario modéré, 2,5 et 3, avec des sécheresses accrues, et plus 4 degrés pour le scénario élevé 8,5 avec une désertification et un stress hydrique attendu. Au niveau du Sénégal, donc, on remarquera qu'on est sur ces mêmes tendances, mais avec d'autres implications en termes de risque pour faible inondation plus ou moins maîtrisable, 1 à 1,5 d'élévation des températures, modéré, la question de l'érosion est davantage plus prononcée, avec des élévations entre 2 et 2,5 et 3 et 4 pour la scénario 8,5. Et donc, de façon générale, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? C'est que si vous voyez bien sur les extrêmes, euh, voilà, on pourrait dire que le Sénégal et l'Afrique se réchauffent plus vite que la moyenne mondiale. Il y a des impacts extrêmes qui deviennent sévères dans le scénario élevé, donc une question de logique. Et ce qu'on constate, c'est que sur l'autre extrême, avec le scénario faible, euh, voilà, il y a des croyances qu'on peut considérer ou de l'espoir qu'on pourrait avoir, mais ça demande des efforts un peu plus considérables. Je reviendrai un peu plus tard par rapport aux engagements en termes de contribution déterminés pour les différents pays qui nécessitent quand même que les modes de vie, les modes de consommation puissent être revus pour espérer réduire les scénarios, espérer réduire le réchauffement climatique, devrais-je dire, de façon globale. Et donc, vous conviendrez avec moi que suivant les scénarios auxquels on est en face, il y a des impacts sectoriels suivant les domaines ou les systèmes qu'on considère, que ce soit le secteur agricole, la question de la migration, la question de la gouvernance territoriale de façon générale, pour rester figé par rapport à la thématique, sur les infrastructures, la sécurité alimentaire, etc. Parce qu'en parlant de ces scénarios, j'ai parlé de la question des températures, j'ai parlé de la question de l'inondation, donc par rapport à la pluviométrie, par rapport aux crues, etc. Des questions ou paramètres qui sont en lien avec ces différents secteurs, avec ces différents systèmes dans le monde du développement de façon générale. Et donc, pour en revenir sur le champ conceptuel, donc je disais tantôt, changement climatique, paramètres, impact au niveau des différents systèmes, etc. Et donc, pour mettre tout ceci en cohérence, en parlant de changement climatique, j'ai parlé de changement des paramètres. Et ces derniers ne sont pas assez maîtrisés et donc sont considérés comme des aléas. Et donc, en fonction des paramètres, il y a un événement. Quand il y a la pluie, c'est que il y a quelque chose qui se produit et qui est en dehors de la mainmise de l'homme. Si je prends la pluie, si je prends la température, le vent, les marées, etc., sont des choses que l'homme ne contrôle pas, mais qui, suivant les phénomènes, on peut considérer ça comme un événement. Il y a un impact quelque part. On va parler du territoire de façon générale. On peut considérer également un système, etc. Et donc ça nous introduit un autre concept, le concept de vulnérabilité. Donc ce territoire va répondre en fonction de ses propriétés, en fonction également des enjeux qui sont au niveau de l'espace. Des enjeux, donc on parle
ou bien le concept de vulnérabilité est introduit quand il y a un enjeu quelconque. Quand on parle d'enjeu, c'est quelque chose qu'on peut perdre ou bien qu'on peut gagner. Je reviendrai plus tard. Et donc, l'impact que ce phénomène ou l'événement, l'aléa peut avoir, ça dépendra des facultés du système ou bien de la capacité de réponse du système. Et ça élargit le champ conceptuel au concept de résilience. Donc, on a, avec les paramètres climatiques, un événement qui se produit, la pluie, qui peut avoir un impact face à des enjeux. On peut parler d'inondations ou de crues, etc. Mais voilà, on parle d'inondation. Quand il y a une exposition, quelque chose qu'on peut perdre ou gagner. Et ceci, c'est pas parce qu'il y a plus forcément qu'on parlera d'inondation. Parce que suivant les dispositions qui sont mises en place, que l'espace puisse bénéficier, par exemple, d'un système d'assainissement, suivant les propriétés déjà du sol, etc., il y a l'espace peut répondre différemment. Et donc, cette question de résilience va dépendre autant des facteurs internes que des facteurs externes pour déterminer les facultés résilientes et donc influer sur le niveau de vulnérabilité par rapport à l'aléa. Tout ceci pour dire quoi? Que comprendre les changements climatiques aujourd'hui nous amène à interroger d'autres concepts ou d'autres notions. La notion d'aléa, suivant la nature des paramètres, leur implication, etc. La notion de vulnérabilité, indépendamment des enjeux qui sont au niveau de l'espace qui accueille cet événement, cet aléa, mais également la question de la résilience qui sera déterminée par des facteurs internes ou des propriétés intrinsèques de l'espace ou du système, et également des facteurs externes. Je donné l'exemple tantôt par rapport au système d'assainissement. On peut mettre en conclusion la question de la gouvernance, l'existence de politiques, etc., qui ne sont pas forcément intrinsèques à la nature de l'espace, mais qui dépendent de beaucoup de mesures ou de politiques qui sont à déployer. Pour dire qu'aujourd'hui, comme je disais tantôt, comprendre la question des changements climatiques amène forcément à interroger d'autres notions et à interroger d'autres concepts afin de pouvoir se l'approprier comme il se doit. Et là, ce que je disais, c'est une étude, dans le cadre d'une étude ou d'un projet sur la vulnérabilité climatique des villes en Afrique qui a été menée par un consortium d'universités et d'instituts de recherche, le projet Pouvoir, qui a été déroulé entre 2011 et 2013. Et pour le Sénégal, c'est l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui était et la recherche se déroulait au niveau de la ville de Saint-Louis. Donc, qui avait procédé à une systématisation des risques climatiques, suivant les paramètres du climat que j'ai cité tantôt, avec par exemple les pluies. Quand on est face à de la pluie, qui peut créer des risques d'inondation au niveau des points bas, avec la marée. La mer, donc, est en jeu par rapport à ces questions de climat et de création de risques climatiques qui peut occasionner des intempéries. La question de l'érosion également, mais l'inondation, comme je disais, avec la pluie, mais qui peut se créer également avec les marées au niveau des zones côtières. Outre la question de l'érosion, par rapport à la température, l'assèchement, les vagues de chaleur, etc., qui ont des implications, comme je le disais, suivant les enjeux sur le secteur agricole, sur la santé, etc. Et parfois, il y a un paramètre qu'on a tendance à oublier, qui est plus lié aux paramètres physico-chimiques, soit de l'eau ou des sols.
qui deviennent prononcées suivant le contexte dans lequel on est, notamment en période de sécheresse ou d'inondation, le sel également, qui peut avoir ou impliquer des risques assez prononcés, notamment avec la salinisation des terres, la perte de biodiversité, etc. Et donc, ce sont des choses ou des risques qui sont non exhaustifs, mais qu'on peut catégoriser suivant l'aléa ou bien le paramètre climatique qui est en jeu face aux interrogations dans le contexte des changements climatiques. Et donc, je disais tantôt que ces risques sont fonction de la vulnérabilité et de la résilience, mais surtout fonction des enjeux qui sont concernés par rapport aux situations. Et par rapport à la résilience également, c'est que les systèmes de réponse dépendent de beaucoup de facteurs. Soit qu'on est en territoire urbain ou en zone rurale, soit qu'on est dans des espaces pastoraux ou des zones littoraux, les réponses ne sont pas les mêmes, le niveau de vulnérabilité n'est pas le même, l'impact n'est pas le même, et donc les risques peuvent différer. Par rapport au territoire urbain, si je reste au Sénégal, le plus souvent, c'est la question des inondations qui est assez cruciale chaque année. Je pense qu'à la veille de l'hivernage, ce qui est le plus redouté, c'est les inondations pour moi dans les grandes villes, notamment Dakar, on parle de Touba, Kaolack, etc. Et un autre phénomène, je pense qu'on a vécu particulièrement ces années, ce sont les vagues de chaleur. Les températures dans des villes comme Dakar, Saint-Louis, ont été assez prononcées ces dernières années avec beaucoup d'implications. En zone rurale, ce qui est le plus en jeu, d'habitude, ce sont les secteurs socio-économiques, particulièrement le système agricole, avec la perte de récolte, les changements de calendrier agricole, etc., qui sont les risques les plus prononcés. Si j'en viens aux espaces pastoraux également, je pense que ce sont des phénomènes qui ont fait l'actualité ces dernières années, notamment avec la perte d'espace pastoraux, la question de l'accès à l'eau pour le bétail, etc., qui ont entraîné des années et dans certaines zones la perte de bétail. Sur les zones littorales, vous m'excuserez de cette faute de frappe, la question de l'érosion. Et ce sont des choses également qui sont assez connues au Sénégal, du fait de l'importance de la zone littorale. Vous m'excuserez de la répétition avec l'importance des zones côtières pour le territoire sénégalais. Et des études qui remontent d'ailleurs vers les années 2010 jusqu'à 2012 avaient placé le Sénégal parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique, particulièrement la ville de Saint-Louis, la zone de Rufisque, etc., à cause des implications que ça a, notamment par rapport à l'érosion côtière, mais également par rapport au secteur tel que la pêche, par rapport au secteur tel que le tourisme. Et donc, ça nous amène sur les secteurs que j'ai énumérés ici. Mais ce qui est plus intéressant, en interrogeant la question des changements climatiques, de la résilience, pour moi, c'est la considération du système socio-écologique. Parce qu'il y a une dimension qu'on oublie en parlant des changements climatiques, c'est l'implication en soi sur le système écologique, sur la biodiversité. Parce qu'on fait plus attention aux questions d'inondation, d'érosion, parce qu'il y a des pertes directes qui sont engendrées. Mais il y a une autre dimension assez importante, c'est par rapport à la biodiversité. Parce que la biodiversité aujourd'hui joue un rôle fondamental en termes de fourniture de services écosystémiques, d'entretien même des secteurs économiques. Je vais dire, parce que si je prends la pêche aujourd'hui, voilà, je peux dire que c'est la nature, l'agriculture également, la nature a un rôle à jouer parce qu'il faut la disponibilité de l'eau, il faut une certaine qualité de sol, etc. Et ça, ce sont les écosystèmes qui jouent en tel rôle.
Et donc, ces dernières procuraient ou prédisposer les territoires à des facultés résilientes. Ça, c'est un modèle que j'avais développé pour la ville de Saint-Louis, mais en même temps également peuvent les exposer. Parce que si je prends la question de l'inondation aujourd'hui, si ces écosystèmes ne sont pas en bonne santé, peuvent jouer le rôle inverse dans la mesure où j'ai parlé de la question de la salinisation des terres. S'il y a une forte évaporation, donc ça va renforcer le niveau de concentration des paramètres physico-chimiques et donc peut jouer sur des phénomènes tels que la salinisation. En même temps également, si l'eau n'est pas bien gérée, on peut assister à des crues et donc des phénomènes d'inondation. D'où la nécessité, dans le cadre de l'analyse de la vulnérabilité et des risques climatiques, d'avoir une approche systémique, une approche spatiale socio-écologique et non considérer simplement le paramètre humain, mais le paramètre écologique également a son importance dans le cadre de l'analyse, de l'examen des questions liées aux risques climatiques, parce qu'ils peuvent être, comme je l'ai dit, un facteur qui joue sur la résilience des territoires, mais en même temps également, ça peut être un facteur de vulnérabilité si ces écosystèmes ne sont pas en bonne santé. Et donc, pour approfondir un peu l'analyse aujourd'hui, je peux prendre l'exemple de trois risques climatiques. La question d'inondation, qui est assez connue au Sénégal, la question de l'érosion, et peut-être les phénomènes de salinisation, pourquoi on ne reste pas figé sur les paramètres climatiques directement, mais s'interroger aux questions physico-chimiques. Si je prends la question de l'inondation aujourd'hui sur la population, il y a beaucoup d'impacts que l'inondation peut avoir et jouer sur le niveau de vulnérabilité. Aujourd'hui, certainement, vous avez entendu parler du concept de migrants ou de migration climatique, qui peut même être examiné dans les processus territoriaux au Sénégal. Si je prends l'exemple de l'exode rural aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? L'exode a été accentué dans le contexte de la sécheresse, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pluie, le secteur agricole a été affecté et les populations ont migré vers les centres urbains à la recherche d'autres activités socio-économiques. Donc, in fine, le climat a un impact par rapport à la migration. Aujourd'hui, pour être un peu plus contemporain ou récent, on peut prendre la question de l'immigration clandestine. Qu'est-ce qu'on constate également, c'est que les zones de pêche constituent des zones de départ, parce que avec la baisse ou les difficultés connues par ce secteur qui sont dues à des facteurs multiples, parce qu'il y a la question même de la gestion de nos mers qui est pointée par rapport à la pêche, mais dans d'autres mesures également, la baisse des stocks est liée au changement climatique. Et donc, in fine, cette migration également peut être imputée par rapport à cette question, même si ce n'est pas en lien direct avec l'inondation, mais cette question de migration peut être mise en lien avec les changements climatiques. Toujours sur les populations, les questions sanitaires, il y a pas mal de maladies qui ont apparu selon également les contextes climatiques ou bien l'évolution des paramètres climatiques. On entend beaucoup des maladies, entendu parler des maladies liées à l'eau, la question des vagues de chaleur également, qui influent sur certains types de maladies respiratoires, etc., qui également sont en lien avec ces risques climatiques. D'autres phénomènes au plan social également, dont le lien peut ne pas être toujours apparent. La question de la promiscuité, par exemple. J'ai parlé tantôt de l'exemple de l'exode. Aujourd'hui, si on regarde certains centres urbains ou au niveau de la périphérie, le taux démographique
s'est multiplié avec l'arrivée de ces migrants climatiques et donc ça joue sur la promiscuité. La pauvreté, j'avais parlé de l'implication sur les secteurs économiques dans une certaine mesure qui va entraîner perte d'activité, perte de revenus, mais également appauvrissement dans les zones urbaines qui vont accueillir ces populations. Pour rester toujours par rapport à ces questions démographiques, aujourd'hui, je pense que chaque année également, après les inondations, l'autre problématique, c'est le démarrage des cours dans les établissements. Parce que les établissements, le plus souvent, ce sont les espaces qui accueillent ceux qui sont victimes d'inondations et ça a une implication sur ces établissements. Donc, on peut continuer pour d'autres secteurs ou pour d'autres paramètres socio-économiques. Si je prends les infrastructures, les équipements qui deviennent dégradés, inopérationnels, donc des pertes d'investissement, etc. Sur les secteurs, j'ai beaucoup parlé du secteur de la pêche, du secteur de l'agriculture et même de l'économie informelle, je peux dire, parce qu'aujourd'hui, s'il y a une inondation, par exemple, les marchés peuvent ne pas être assez fonctionnels que dans un contexte où il n'y a pas d'inondation. Pareil également quand il y a érosion, avec surtout toutes les activités qui tournent autour de la pêche, par exemple, le secteur de la transformation, le maraîchage, etc., qui peuvent être affectés. Les infrastructures, équipements, on peut y mettre également le bâti, les effondrements. Je pense que si ce n'est pas cette année, c'est l'année dernière, on a eu des cas d'effondrement lors des inondations, par exemple, à Cuba et jusqu'à même perte de vie. Sur la biodiversité également, c'est pareil. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'extinctions par rapport à la biodiversité de façon générale à l'échelle internationale. Autre élément également, c'est la dégradation, euh, c'est la dégradation des écosystèmes. Je peux revenir dans le contexte de sécheresse aujourd'hui, qui a entraîné, par exemple, l'assèchement de beaucoup de zones humides. Et donc, une dégradation des écosystèmes avec tout ce que ça a impliqué après l'expansion urbaine qui aujourd'hui entraîne également les inondations avec le regain pluviométrique, le relèvement du niveau de la nappe et qui nous confère dans un système circulaire par rapport à la vulnérabilité des territoires. Donc, tout ceci pour des fois, aujourd'hui, comprendre les changements climatiques, c'est comprendre les phénomènes qui sont euh, impliqués à travers la modification des différents paramètres climatiques, mais également de tout ce qu'il y a comme implication dans les autres secteurs, comme implication suivant les enjeux qui sont en cours et qui, comme je disais tantôt, dépendent de plusieurs choses, dépendent des paramètres intrinsèques des systèmes, mais également dépendent des facultés résilientes qui peuvent être en fonction des politiques, des mesures, etc., qui sont déployés. Et le plus important pour moi aujourd'hui, parlant de ces derniers, c'est vraiment focus sur l'homme, mais également une vision un peu plus élargie sur les questions écologiques qui, comme je le disais, peuvent jouer un rôle fondamental en termes de résilience à travers les services socio-économiques que cela peut générer pour remettre en état les systèmes. Et donc, c'est ça qui fait que peut-être en parlant de cette question de changement climatique, si je reste sur le secteur urbain, on parle de plus en plus d'aménagement, d'infrastructures vertes, d'infrastructures bleues, de solutions fondées sur la nature, etc., qui également va introduire d'autres concepts, d'autres notions dans l'analyse de la question des changements climatiques. Et donc, comme je le disais, parlant de faculté de résilience, on en parle beaucoup en matière au plan scientifique, devrais-je dire. On parle beaucoup de résilience également en termes de développement de façon générale.
Mais il y a deux questions aujourd'hui qui centralisent la politique internationale. C'est la question de l'atténuation et de l'adaptation. Et j'avoue que j'ai pas trop fait focus, je devrais, mais à culpa, parce qu'on vient juste de sortir de la COP 30 qui s'est tenue à Belém. Donc, je pense que c'est la semaine passée, si je ne m'abuse, que ça a été clôturé et qui vraiment est le cadre des négociations internationales en matière d'adaptation, d'atténuation du changement climatique. Mais ce qui a été important pour moi, ce sont les engagements à travers les contributions déterminées nationales, peut-être qui font que les politiques également au niveau international font l'objet de négociations chaque année à travers la conférence des parties, la COP, euh, dont le plus déterminant, on peut dire, a été la conférence de Paris, qui a consacré vraiment les engagements en termes de contribution déterminée nationale. Et donc, n'oublions pas, qu'est-ce que j'avais dit, réchauffement climatique, impact sur sur les secteurs et qui est déterminant en fonction de l'été, mais également des facultés résilientes des systèmes. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'engagement, c'est que le Sénégal s'est engagé à réduire ses émissions sur quatre secteurs: l'énergie, l'industrie, les déchets, l'agriculture et la foresterie, qui paraissent comme les secteurs les plus émetteurs. Aujourd'hui, si je prends l'énergie, peut-être je n'aurais pas besoin d'expliquer parce qu'on est dans un contexte d'exploitation de l'énergie fossile, après tout ce qu'il y a comme autres secteurs également connexes, transport, etc., sont des secteurs vraiment émetteurs de gaz à effet de serre. Et c'est ça, aujourd'hui, peut-être je reviendrai dans le programme pays, fait que le pays investit beaucoup sur le transport de masse, etc. L'industrie également, pareil, émetteur, les déchets, également l'agriculture et la foresterie, parce que voilà, c'est au cœur des questions énergétiques, au cœur des questions d'émissions de gaz. Donc, pour réduire le réchauffement, voilà les secteurs sur lesquels aujourd'hui le Sénégal s'est engagé pour réduire les émissions de gaz. Et après, en termes d'impact également, je le disais, c'est en fonction des secteurs, des enjeux. Aujourd'hui, le constat en est que par rapport aux secteurs qui sont les plus exposés, les cibles d'adaptation sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, la santé, la biodiversité. Donc, d'où l'importance de ce que je disais tantôt dans le contexte d'analyse des questions climatiques, ne pas simplement faire focus sur l'humain vu, mais également la biodiversité, l'écologie, les ressources en eau, vous m'excusez, en eau, ça a sauté, les inondations et les zones côtières. Parce que comme je le disais tantôt, les zones côtières font partie du Sénégal, font partie des espaces les plus exposés, vulnérables, dois-je dire, au changement climatique, si on considère même l'échelle mondiale. Et donc, toute la politique d'atténuation, d'adaptation au changement climatique aujourd'hui pour le Sénégal tourne autour de ces secteurs clés. Et donc, ça, dans une autre mesure également, ça montre l'importance des risques et le niveau de vulnérabilité du Sénégal par rapport à ces secteurs. Et donc, pour opérationnaliser ces engagements, il y a un programme pays qui a été élaboré autour de 6 axes stratégique, mais ce programme, l'importance ou la particularité de ce programme pays, c'est qu'au-delà de l'atténuation, adaptation, il y a un autre domaine qui introduit c'est la question de la gouvernance. Et donc, on a pour chaque domaine maintenant deux axes programmatiques par rapport à l'atténuation, l'énergie et l'investissement sobre en carbone. Donc, vous comprendrez aujourd'hui toute la logique aujourd'hui par rapport aux investissements dans le domaine du transport commun,
d'une part, qui justifie ou bien qui donne des exemples assez concrets par rapport à ce secteur. La gestion et l'utilisation durable des terres et des forêts, donc tout ce qu'il y a comme politique de conservation des terres, des forêts, des politiques de réhabilitation, de boisement, etc. Et par rapport à l'adaptation, donc là également, vous voyez l'intérêt du concept de résilience que j'avais donné tantôt. Le premier axe porte sur le renforcement de la résilience des communautés vulnérables et la protection sociale. Et donc, communautés vulnérables, pour moi, ce qui est important ici aujourd'hui, parler de la question des changements climatiques, on doit placer les communautés au cœur. Ce n'est pas simplement une question de scientifique, mais aborder ces questions nous amène également à replacer ou à réinterroger la place des communautés dans tout ce qui est compréhension de ces phénomènes, mais également politique de prise en charge de la question des changements climatiques. Et une autre dimension importante, je vais parler de la biodiversité tantôt, ça va revenir sur le deuxième axe, c'est la protection sociale. Aujourd'hui, donc, parler des risques climatiques nous amène à parler de tout ce qui est implication au plan social. J'ai donné l'exemple par rapport à l'éducation, j'ai parlé par rapport à la santé, par rapport aux services sociaux de base, même on va dire, l'accès à l'eau, la question de la gestion des déchets, etc., parce que tout ceci a une implication sur les phénomènes liés au changement climatique, mais de façon générale, sur tout ce qu'il y a comme impact. Et deuxième axe par rapport à l'adaptation, donc j'y reviens, la résilience des infrastructures, des habitats et des écosystèmes naturels. Et ça nous montre l'importance de la question de la biodiversité et de l'écologie que je soulevais tantôt par rapport à la résilience de façon générale. Donc la résilience par rapport au changement climatique aujourd'hui ne doit pas être centrée uniquement sur les questions d'infrastructures grises, entre guillemets. Par exemple, si je prends la question des inondations, on a tendance à penser aménagement du territoire, planification de façon globale, on a tendance à penser mise en place de réseaux d'assainissement. Tout ceci, c'est bien, mais ça doit être accompagné par cette dimension écologique pour repenser nos territoires. Et ceci est d'autant plus valable, par exemple, si je prends les zones littorales ou bien si je prends les zones rurales, parce que là-bas, qu'est-ce qu'on a comme activité? Agriculture. La question de la qualité des sols va revenir, la question de la qualité de l'eau, de la disponibilité de l'eau va revenir. Si je prends les zones littorales, comme je disais, jadis, qu'est-ce qu'on constatait, c'est que les zones littorales étaient des zones reboisées et ça protégeait dans une certaine mesure contre l'érosion. Et donc, on revient sur les systèmes naturels, écologiques, etc. Et donc, ça, vraiment, il faut reconnaître que c'est une vision globale aujourd'hui du Sénégal en termes de prise en charge du changement climatique. Et sur la gouvernance également, il y a deux axes. Le renforcement des capacités du cadre institutionnel par rapport au fonds vert climat, parce qu'aujourd'hui, sur les négociations, la question du financement, tout ceci est beau. Il faut changer nos modes de vie, il faut changer les pratiques, etc. Mais ça a un coût. Et donc, le fonds vert climat a été mis en place au niveau international, mais voilà, en termes de compréhension, en termes de mécanismes, il y a une appropriation à faire au niveau des acteurs pour que notre pays puisse accéder à ce guichet, bénéficier de ce financement, de l'importance de cet axe programmatique. Et enfin, la gestion des connaissances et la communication. Et pour moi, aujourd'hui, en tant que laboratoire, c'est au-delà de tous les autres axes où on peut élucider le politique, c'est ça vraiment l'importance aujourd'hui. Je suis dans un atelier aujourd'hui où on parle de la question de la connaissance au niveau des aires marines protégées et cette question a été l'interrogation majeure avant que je ne rejoigne ce webinaire aujourd'hui. Face à la masse de connaissances qui est produite dans nos laboratoires, nos écoles doctorales, nos universités, qu'est-ce qu'on a fait?
il y a nécessité vraiment de réfléchir sur un mécanisme de gestion de ces connaissances pour que ça puisse être utile, mais qu'on puisse communiquer autour également, que ça ne soit pas la connaissance autour du changement climatique ne soit pas une question élitiste, mais que ça soit une question vraiment accessible pour le politique, accessible pour les communautés, pour que tous puissent agir en conséquence. Et ce sont ces 6 axes aujourd'hui qui orientent l'action ou la politique climatique de façon générale au Sénégal. Et donc, pour moi, il y a des enjeux de gouvernance qui se posent aujourd'hui face à ces situations ou bien pour la mise en œuvre euh, de cette politique. Premièrement, c'est la coordination entre niveaux local, national, régional, international. Je vous disais tantôt qu'on vient juste de sortir de la COP30 à PLM avec des orientations au niveau international. Après, vous n'êtes pas à savoir que nos pays sont engagés au niveau régional à travers différentes conventions, différentes organisations. Ensuite, il y a la politique pays que je viens de présenter et après, on a au niveau local le niveau décentralisé, les communautés. Comment est-ce que tout ceci s'embrasse en termes d'échelle décisionnelle, d'opérationnel et face à un problème assez spécifique par rapport au changement climatique encore, je vous ai présenté les scénarios et j'ai essayé de faire un résumé au niveau international, au niveau africain, au niveau pays, mais les manifestations des changements climatiques sont localisées. Comment est-ce qu'aujourd'hui on rapporte les scénarios par rapport aux échelles décisionnelles? C'est une question majeure ou un enjeu majeur qui se pose en termes de gouvernance. Deuxième enjeu de gouvernance, c'est la question de l'intégration de la science et des savoirs locaux. La recherche au service du développement en tant que laboratoire, si je prends l'exemple de l'ASPAT aujourd'hui, quelle est la connexion que le laboratoire a avec les acteurs politiques? C'est un. Deuxièmement, également, j'ai bien aimé, je vais encore donner une autre anecdote tout à l'heure lors de l'atelier. L'enseignant-chercheur qui dit que moi, j'ai 2 maîtres. L'un, c'est un ancien de la direction des aires marines protégées, du secteur de la conservation de façon générale, mais un autre acteur également, qui est un acteur communautaire. Pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, que cette question des changements climatiques, comme je disais tantôt, n'est pas une question élitiste. Nos aïeux avaient leur pratique, je peux dire en termes d'adaptation, en termes opérationnels par rapport au développement de certains acteurs, ont des savoirs locaux qui doivent être pris en compte dans la science nouvelle, si je peux me permettre, surtout pour l'opérationnalisation des concepts et des notions qui tournent autour des changements climatiques. Parce que le plus souvent, ce sont des concepts, ce sont des notions qui sont importées si on considère le vocable simplement, mais au plan opérationnel, ce sont des choses que nous avons vécues avec des réalités bien définies, donc des spécificités. Et donc, cette intégration de la science nouvelle par rapport au savoir locaux aujourd'hui est un défi ou un enjeu majeur par rapport à la gouvernance également. Troisième enjeu, la gestion participative et l'implication des communautés dans le schéma institutionnel. Donc, je le disais, ça rejoint les 2 premiers, la coordination niveau local, national, régional, international, la prise en compte des savoirs locaux, donc on peut parler des communautés, dans ce schéma institutionnel et inclusion. Aujourd'hui, et le plus souvent, ce sont les reproches qui sont faits lors des conférences internationales. Ce sont les politiques qui se réunissent, qui discutent, qui décident, mais comment est-ce qu'ils prennent en compte la question de la voix des communautés? Ça aussi, c'est important parce que c'est eux qui vont opérationnaliser ou bien concourir à la réussite de tout ce qui est politique, de tout ce qui est mesures de gestion, etc. Et il est important qu'ils soient impliqués dans un processus, que ça soit purement participatif dès le début. Quatrième défi, le financement, je l'ai abordé dans une moindre mesure. Aujourd'hui, il y a le guichet Fonds vert climat qui a été mis en place à différents niveaux avec des mécanismes, etc.
Et pourtant, chaque année, à chaque COP, on se rend compte que les décaissements ne sont pas aussi conséquents par rapport à l'ampleur des problèmes liés au changement climatique. Et donc, en soi, il y a des opportunités, mais il y a des défis d'appropriation pour que vraiment ça puisse permettre de prendre en charge la question des changements climatiques. Et dernier point, l'importance de la planification territoriale et les défis de prise en compte des orientations politiques sectorielles, qui également va transcender ces différentes questions que j'ai citées tantôt. Aujourd'hui, j'ai donné l'exemple des inondations en donnant l'implication, par exemple, de la sécheresse sur l'extension urbaine. Aujourd'hui, vous regardez toutes les périphéries des grands centres urbains sont confrontés à des problèmes d'inondation pour l'essentiel au Sénégal. Et c'est lié à un problème de planification. Jadis, ces terres qui étaient par exemple des zones humides, en l'absence de planification, avec tout ce qu'il y a eu comme migration, déplacement de population, ont été occupées sans aménagement préalable. Et donc, aujourd'hui, il y a un double défi qui se pose en termes de planification, c'est la planification classique, je peux dire, qui aujourd'hui doit intégrer les scénarios climatiques. Et donc, ça complexifie davantage la question de la planification et l'appropriation par les acteurs. Ça veut dire quoi aujourd'hui que cette question de planification territoriale ne doit pas être simplement un problème des aménagistes, mais les experts environnementaux, les experts du climat doivent également être impliqués. Et donc, comme je disais, il y a un problème d'appropriation, de convergence entre politique climatique, politique d'aménagement territorial qui se pose. Donc voilà, Gainaba, sans être exhaustive et également en tant que une personne ayant été déconnectée pendant un certain nombre de temps, quand même, comme je le disais dans mon introduction, sur les questions purement recherche, les quelques éléments que je voulais partager avec vous, tout en restant disponible à revenir sur certains éléments s'il y a des questions, des besoins d'éclaircissement, et tout en étant ouvert également à de contributions. Je vous remercie de votre aimable attention. Oui, docteur Sall, merci beaucoup pour votre belle et instructive présentation. Je rappelle à l'assistance en ligne qu'elle a la possibilité de lever la main et d'intervenir s'il y a des questions ou des contributions. Le chat est également disponible pour toute question pour les questions que je rapporterai à docteur Sall pour réponse. Donc, j'aurai une toute première question avant de passer la parole à l'assistance en ligne. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du risque inondation. Et dans l'un des ouvrages que vous avez coécrit, Les inondations à Dakar, gestion des risques et adaptation locale, vous dites, je cite, les inondations ne résultent pas de pluies exceptionnelles, même si ces dernières accumulent de plus en plus une importance, il est plutôt mis l'accent sur les lacunes et les défaillances des politiques d'aménagement. Je voudrais donc savoir pour le cas spécifique du Sénégal, comment est-ce que vous évaluez la part respective des facteurs naturels et la part des facteurs anthropiques dans la survenue du risque inondation? Donc voilà la première question que j'avais pour vous, docteur Sall. Merci beaucoup, Jainaba, pour cette question-là. Je pense que, voilà, c'est sur ces notes que j'avais même terminé. Je ne vais pas dire que les espaces qui sont occupés, pour ne pas être catégoriques, sont des espaces non aedificants. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser les populations aller occuper des points bas ou bien des zones où la nappe est affleurante, des zones qui étaient jadis des écosystèmes humides, comme je le disais tantôt, sans aménagement préalable, sans politique de planification, sans mesure d'anticipation. Et dans un contexte de sécheresse,
Et aussitôt après qu'il y ait un regain pluviométrique, on assiste à des inondations qu'on dise que ce sont les pluies. Pour moi, c'est assez aberrant dans la mesure où bon, ce n'était même pas des orientations politiques parce que c'est au gré de l'augmentation des populations euh, que ça a été occupé, mais il y avait tout une mesure de planification, d'aménagement qui devait être réalisée avant de permettre à ce que ces populations puissent occuper ces zones ou bien même que ces populations puissent être orientées ailleurs. Et c'est pourquoi c'est difficile de dire quelle est la part que les changements climatiques dans l'émergence de ces phénomènes d'inondation, dans la mesure où il y a un lot lié aux pressions anthropiques déjà par rapport au réchauffement, mais surtout par rapport à l'occupation de certains espaces qui n'étaient pas dédiés. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, peut-être de moins en moins, mais il fut un temps que les climato-sceptiques disaient qu'on ne peut pas parler de changement climatique. Tout ce qui est phénomène, inondation, érosion, le climat a de tout temps existé d'une part, mais d'autre part également, si on enlève le lot de part ou de responsabilité humaine, on n'aurait pas ces phénomènes. Donc, je peux donner, je pense, l'article que vous citez a été réalisé dans le cadre d'un projet de recherche avec l'Institut étudiant de développement rural, dans le cadre d'un programme financé par le CRDI. Premier Dakar, la banlieue, c'est une zone où la nappe est affleurante. C'est une zone où c'est la zone des Niayes, on va dire légalement, où on n'avait que des zones humides. Aujourd'hui, c'est normal que ces zones puissent être inondées. Donc, c'est pourquoi, comme je disais, c'est difficile de dire, voilà, la part de responsabilité du changement climatique, parce qu'en analysant simplement les facteurs humains, on se rend compte qu'on est plus responsable de ces phénomènes. Peut-être que c'est le contexte climatique qui a été plus ou moins favorable, mais on a une grande part de responsabilité par rapport à ces questions. Merci. Merci beaucoup, Dr. Sall, pour ces éclaircissements. S'il y a quelqu'un dans l'assistance qui souhaiterait prendre la parole. Oui, effectivement. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je suis le docteur Nibi Diallo. J'ai suivi avec intérêt l'exposé. J'ai suivi avec intérêt l'exposé quand même, qui nous remercions vraiment pour la pertinence de ce sujet. Mais je crois qu'au-delà de cela, nous devons aujourd'hui quand même penser à l'environnement. Dire à la docteur que non seulement elle a touché le fond du problème actuellement, mais la question que je me pose, est-ce que nous sommes conscients, nous, à notre niveau, dans notre pays, est-ce que nous mesurons les enjeux aujourd'hui des phénomènes, n'est-ce pas, des changements climatiques? Au regard de l'occupation à de l'espace public, ce qui n'est pas très loin, effectivement, de la question à laquelle elle vient de répondre, concernant l'aménagement de l'espace aujourd'hui, qui est un facteur, effectivement, qui crée des inondations. La destruction aujourd'hui de notre tapis herbacé, et même en centre-ville, quand vous voyez actuellement ce qui est à la mode, ce qu'on appelle les pavages et consorts, ça contribue aujourd'hui. Les gens, tout le monde fait les pavages. Alors, les pavages, c'est une science. L'augmentation aujourd'hui des inondations dans les centres urbains est relative à la mauvaise, n'est-ce pas, utilisation des pavages, n'est-ce pas, au mauvais traitement des pavages dans nos communes. L'autre aspect, l'occupation à la de l'espace public, qui crée une pollution déjà atmosphérique, qui va s'ajouter, particulièrement quand je parle du cadre de Dakar, qui va s'ajouter au risque d'inondation et surtout les phénomènes aujourd'hui d'insécurité civile. Je pense que le premier point, à mon avis, c'est d'abord l'investissement dans la sensibilisation. Deuxième chose, l'application des directives ici des différentes rencontres internationales auxquelles notre pays a souscrit. Notre pays a souscrit.
Et le troisième point, c'est la politique, la véritable politique de l'environnement. Est-ce que nous disposons aujourd'hui d'une véritable politique de l'environnement pour effectivement prévenir et parer à toute éventualité face au changement climatique? Nous avons la chance d'avoir une côte très fournie ouverte vers la mer. Nous avons aussi la chance d'avoir des cours d'eau aujourd'hui ouverts vers les fleuves. Nous avons le continent, nous avons tout le climat qu'il faut, mais au regard de l'occupation de l'espace, les pouvoirs publics, à mon avis, les autorités particulièrement, à mon avis, doivent anticiper. Et l'anticipation, à mon avis, réside dans l'aménagement des zones aujourd'hui dites des pôles territoires. Deuxièmement, à mon avis, en dehors des zones des pôles territoires, il faudrait effectivement que les populations à la base puissent être non seulement sensibilisées, mais il faudrait que dans les programmes d'enseignement-apprentissage, à l'école déjà élémentaire, au collège et au lycée, que cette question du climat puisse être une priorité. Mais ce que nous remarquons en général, nous voulons régler cette question au niveau de la hiérarchie, au niveau académique. Alors qu'à la base, c'est d'abord une question de comportement des populations. C'est nous qui créons ces problèmes-là, c'est nous qui aujourd'hui agressons notre nature, c'est nous qui influençons les changements climatiques. Et si on regarde le cas de Dakar, tout simplement, regardez la corniche ouest, la corniche est, je connais le mieux, pour avoir été sous-préfet de Dakar pendant plus de 10 ans. Vous voyez effectivement la gestion aujourd'hui de nos côtes par rapport à l'avancée de la mer est une conséquence du changement climatique. Nous, on ne s'en rend pas compte. L'autre aspect, la question des inondations que nous traversons, que nous vivons, par rapport effectivement à l'occupation des zones non nidificantes, constitue aussi à la destruction de notre environnement. Et en conséquence, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'il y a eu une mauvaise application de certaines décisions politiques qui sont prises, ou bien il y a une mauvaise orientation des moyens qui, à mon avis, doivent être prises en compte dès le bas âge, dans nos écoles, dans nos daras, pour qu'on puisse faire face, effectivement, anticiper sur la destruction de la couche d'ozone, pour anticiper sur les inondations, pour anticiper sur certaines questions. Parce qu'au regard de l'évolution de la population, actuellement, avec le traitement naturel, dans 10 ans, nous serons 25 millions d'habitants, et Dakar seulement va occuper plus de 12 millions d'habitants. Est-ce que, aujourd'hui, si on n'anticipe pas, vous pensez que dans 10 ans, quand Dakar sera à 12 millions, 13 millions d'habitants, quelles peuvent être les conséquences par rapport à, effectivement, n'est-ce pas, au changement climatique? Donc, c'est à mon avis, en tout cas, nous devons appliquer cela. L'autre aspect, ce sont les conventions que nous ratifions et que nous signons avec les bailleurs de fonds. Nous, aujourd'hui, ne sommes pas les grands pollueurs en Afrique, particulièrement au Sénégal. Mais la politique qu'on nous impose, pour qu'on puisse en tout cas accepter certaines situations, à mon avis, doit pas être soutenue par le financement tout simplement. Et j'ai l'impression que particulièrement, nous, on est juste animés par les financements. Mais dans l'application réelle de la politique de l'environnement, pour prévenir le changement climatique, il y a encore des efforts à faire. C'est pour dire que le professeur, en tout cas, a touché le problème vraiment du doigt, mais je pense que c'est la volonté politique que nous devons utiliser pour faire face à cette dynamique doit nous interpeller tous. Et je pense que la question du climat, quand vous regardez aujourd'hui comment elle est traitée, elle n'est traitée que l'élite. Alors que l'élite ne porte pas sa voix au niveau de la base. À mon avis, donc, il faut élargir l'assiette de la sensibilisation, l'assiette dans l'éducation et le comportement pour, en tout cas, prévenir et atténuer ces méfaits par rapport à notre environnement. C'est vraiment ce que je voulais apporter comme contribution, tout en saluant la pertinence du sujet et l'éloquence quand même, et la pertinence de la présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie vraiment pour cette contribution pertinente, mais je dirais pour avoir fait aujourd'hui le résumé. Vous m'excusez. Donc, je disais que voilà, le résumé de la complexité aujourd'hui
de la prise en charge des questions de changement climatique, comme je le disais. Je vais pouvoir plus tard. Inch'Allah, Inch'Allah. Comme je le disais dans ma conclusion, je peux dire sur les enjeux de gouvernance, est-ce qu'il y a une politique? Je dirais que oui, parce que j'ai présenté aujourd'hui, tout à l'heure, les engagements du Sénégal par rapport à l'atténuation, à l'adaptation et le programme pays qui a été décliné. Maintenant, comme vous dites, il y a un décalage entre la déclaration et l'opérationnel lié à plusieurs facteurs. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens de notre politique? Pour moi, c'est une grande interrogation. Et comme vous dites, à travers les négociations au niveau international, c'est la grande question aujourd'hui. Est-ce que vraiment le fonds vert climat qui a été mis en place a été mis pour financer véritablement le climat? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'engagements, mais au plan opérationnel, on met tellement de contraintes ou bien il y a un problème d'appropriation de ces mécanismes pour ne pas être penchés, de sorte que les financements ne suivent pas. Après également, c'est l'autre grande interrogation, nos pays, les conventions au niveau international sont initiées le plus souvent par les pays développés. Nous, on signe tout, on ratifie tout, mais au plan opérationnel, on se rend compte qu'on ne suit pas. Et pour moi, c'est une problématique majeure également qu'il faudrait mettre sur la table. La question de l'aménagement, je pense en avoir parlé également. Malheureusement, je ne vais pas dire qu'on n'a pas une tradition de planification d'aménagement du territoire, parce que ça a existé quand même dans la société traditionnelle. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une extension urbaine démesurée à la limite, qui est constatée dans les pays en développement et sans planification d'ensemble. On est tellement dans la gestion des urgences que on ne fait pas trop attention à tout ce qui est planification, à tout ce qui est anticipation. Parce que même cette question de planification urbaine aujourd'hui est encadrée. Il y a les plans directeurs, les plans, comment on appelle encore, plans directeurs d'urbanisme, PDU, PUD, etc., qui doivent être élaborés. Mais ce qu'on constate, c'est que les populations devancent ces exercices de planification. Et naturellement, il y a un décalage, ça renforce la question de la sécurité civile de façon générale que vous avez évoquée. Et face à de telles situations, on peut se poser la question, est-ce que nos autorités ont réellement la volonté? Et après, comme je disais, dans des pays où tout est urgence, moi, je me rappelle quand je faisais ma thèse et j'étais en contact fréquemment avec les services techniques sur les questions de planification, d'aménagement du territoire. Quand je mettais en place des recommandations, je discutais avec eux, ils me disent toi, tu es trop théorique, Fatima. Parce que pour eux, on ne pouvait pas être à cette échelle. Eux, ils géraient les urgences. Et que ça prendrait beaucoup de temps. On n'avait pas les moyens de faire ceci, de faire cela. Et donc, on peut poser une question sur la volonté. Après, comme on dit également, la nature a horreur du vide. Quand aujourd'hui, les acteurs de l'aménagement pas tous les moyens ici pour rendre opérationnel le principe d'aménagement du territoire. Le plus souvent, ce qu'on constate, c'est que les acteurs, chacun à son niveau, va prendre des initiatives. Aujourd'hui, comme vous dites, le pavage, c'est réclamé par les populations, surtout en centre urbain. Parfois même, vous voyez des quartiers où ce sont les populations qui prennent leur propre initiative parce qu'il y a trop de sable, etc. Ils font des pavages sans connaître même les logiques d'aménagement, comme vous dites, sans connaître tout ce que cela peut avoir comme implication. On parle toujours d'inondation parce que voilà, c'est le phénomène qui crée des problèmes aujourd'hui, mais un autre problème, c'est la question du réchauffement ou des vagues de chaleur. En termes d'implication sur la température même ressentie, c'est énorme. Et ça a un coût
Par rapport à la santé, ce n'est pas pour rien qu'on voit aujourd'hui la récurrence de certaines maladies respiratoires, mais ça a un coût même par rapport à l'énergie. Vous voyez, avec l'émergence de ces immeubles aujourd'hui, dans certains quartiers, les températures sont tellement excessives que vous allez voir que chacun va courir chercher un split, etc. Parce qu'on n'arrive plus à supporter la chaleur, les ventilos même ne suffisent plus. Et ça, c'est un autre coût énergétique, c'est d'autres implications même par rapport au réchauffement climatique. Peut-être, comme vous dites, les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés, ou même qu'ils sont suffisamment sensibilisés, mais que faire aujourd'hui? Parce que la réponse ne peut pas être individuelle, la réponse doit être collective. Et si on n'a pas quelqu'un aujourd'hui pour mettre tout ceci en système, pour rendre cela opérationnel dans le cadre d'une approche systémique, comme je le disais dans mon intervention, chacun va chercher une solution individuelle pour résoudre son problème. Et malheureusement, ça ne fera que renforcer le problème de façon générale. Sur le système éducatif, je suis tout à fait d'accord avec vous. Comme on dit, hein, si on veut changer une société, c'est avec les plus petits, parce que comme je disais, nous, chacun, c'est la stratégie sauve qui peut. Mais si on arrive à inculquer certaines valeurs, certains principes aux plus petits, peut-être que ça peut donner quelque chose, mais également, ce n'est pas quelque chose où les résultats ne doivent pas être espérés aujourd'hui, mais ce sera sur le long terme. Après aussi, en termes d'approche, de plus en plus, c'est agité. Cette philosophie de pôle territoriaux. Par exemple, là, je travaille avec les acteurs de la conservation. Ils sont dans cette logique pôle territoriaux. Au plan même socio-économique, avec les agropôles également, je pense que c'est un peu ça la vision de l'État. Il faut espérer que voilà, on va déployer les moyens nécessaires et qu'on est prêt ensemble à enclencher les processus de changement nécessaires par rapport à cela pour arriver à quelque chose d'un peu plus conciliant pour la prise en charge du changement climatique. Tout ceci pour des fois, comme je le disais, le défi est réel et avec de multiples facettes. La question de la planification, la question des connaissances, vous en avez parlé, sensibiliser, peut-être, voilà, il y a un besoin d'appropriation générale à différents niveaux également pour qu'on puisse arriver à quelque chose. Donc, défi par rapport à la planification, l'aménagement du territoire, d'appropriation des connaissances, mais également par rapport au financement pour une bonne prise en charge des questions des changements climatiques ou de leur impact de façon générale dans des pays en développement tels que le Sénégal. Merci. Merci beaucoup, Dr. Sall, pour ces éclaircissements. Merci également à M. Diallo pour votre contribution. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui souhaiteraient prendre la parole? D'autres participants en ligne? Je rappelle également que vous pouvez poser vos questions directement sur le chat, au cas où vous n'êtes pas en mesure de prendre la parole. Sinon, on poursuit avec les questions, Dr. Sall. J'en ai relevé deux autres suite à votre intervention de tout à l'heure. Par rapport aux acteurs territoriaux, selon vous, quels sont les besoins prioritaires en renforcement de capacité dont ces acteurs-là ont besoin pour être libres de gérer les risques au sein des territoires? Parce que comme vous l'avez précisé dans votre présentation également, ce sont des risques qui sont localisés. Le risque saillant à Dakar peut ne pas être le même au Fouta ou à Saint-Louis. Donc, quels seraient donc les besoins prioritaires en renforcement de capacité? Également par rapport aux décisions entreprises au niveau international ou au niveau national. On remarque qu'il y a souvent un retard entre l'adoption de ces mesures-là et la mise en œuvre sur le terrain. Selon vous, quelle en est la cause? Alors, merci beaucoup pour le renforcement de capacité, malheureusement, à l'échelle des territoires. Si je reste dans les collectivités territoriales, de façon générale, le constat, c'est qu'il y a un déficit
créa de ressources humaines pour tous ces enjeux émergents. Ça, c'est un constat global. Après, comme je le disais également, donc en termes de planification, d'aménagement du territoire, etc. Et après, sur les questions de changement climatique, pour moi, défi de renforcement des capacités à plusieurs niveaux. Déjà, la compréhension du phénomène, peut-être nous tous, hein, maintenant, je pense que pour parler du changement climatique, je pouvais même utiliser une autre approche. Et d'habitude, c'est ce que je fais, c'est, on l'a vu tous, ça c'est donc, mais la difficulté ou là où il y a nécessité de renforcement de capacité, c'est un peu vers la prospective aujourd'hui par rapport aux scénarios. J'ai donné les scénarios qui sont des scénarios le plus souvent de façon globale, mais comment est-ce qu'aujourd'hui ces scénarios sont adaptés à l'échelle locale pour pouvoir être intégrés dans l'exercice de planification et que puisse être renforcé sur ces approches nouvelles. Par exemple, le monsieur qui parlait tout à l'heure a parlé, je peux dire, des approches de planification ou d'aménagement du territoire, intégrant tout ce qui est infrastructure verte, infrastructure bleue au niveau urbain. Donc là également, il y a un besoin de renforcement. Troisième niveau également, pour moi, c'est sur tout ce qui est suivi, collecte de données et suivi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les données. Et là aussi, il y a nécessité qu'ils puissent être renforcés, autant en termes de compétences pour pouvoir faire ce travail, mais également en termes de dispositifs même de collecte de ces données et de gestion des connaissances de façon générale. Parce que la donnée à l'état brut peut ne pas dire grand-chose, mais comment est-ce qu'il faudrait traduire aujourd'hui cette donnée pour pouvoir prendre une décision sur la base, pouvoir anticiper certaines choses ou planifier certaines choses, ce sont des choses aujourd'hui qui me paraissent essentielles. Et quatrièmement également, c'est par rapport au financement vert aujourd'hui, puisqu'il existe des mécanismes de financement. Il est important que les acteurs territoriaux puissent connaître ces mécanismes de financement pour pouvoir prétendre d'accéder à ces fonds et prendre en charge tout ce qu'il y a comme problème lié au climat au niveau local. Et pour la deuxième question, vous parliez, excusez-moi, du retard entre l'adoption des décisions par et rapport leur aux mise en œuvre. applications. En fait, c'est ce que je disais. Oui, par rapport aux applications. Pour moi, il y a deux problèmes. Premièrement, comme je disais, est-ce qu'on a les moyens de notre politique? Ça, c'est donc. Deuxièmement, c'est cette question c'est une question scalaire, si je peux me permettre aujourd'hui. Parce que, comme je disais, le plus souvent, les conventions, c'est rare de voir des conventions qui sont initiées par les pays en développement. Ou bien même si c'est initié, ce sont les autorités politiques. Et le plus souvent, ce ne sont pas eux simplement qui sont appelés dans la mise en œuvre opérationnelle. Il y a un fort volet, ce sont les acteurs locaux ou d'autres facteurs. Et il y a un délai d'appropriation. Aujourd'hui, une convention qui est signée, ratifiée au niveau international, il y a toujours un délai d'appropriation pour l'ensemble des acteurs. Du niveau politique, avec tout ce que cela implique comme processus jusqu'au niveau local. Et donc, le plus souvent, ce délai, c'est incompressible. Donc, il y a un temps qui fait que, voilà, nous, on table toujours pour la mise en œuvre naturellement. Et après, les outils, le déploiement des outils et le financement ne suivent pas. Et donc, au moment où peut-être les gens ont commencé à se l'approprier, après, on pense financement, on n'a pas les financements. Peut-être qu'il y a eu des avancées sur la question, il y a d'autres conventions, d'autres négociations. Et nous, malheureusement, on fait courir sans véritablement pouvoir attendre les résultats. Et troisième élément également, j'avais dit deux, mais je pense que c'est plutôt trois. Troisième élément, c'est cette question de connaissance aujourd'hui, pour moi,
qui est fondamentale. Aujourd'hui, si on regarde le Sénégal, je n'ai pas de chiffres, hein, mais c'est un constat que moi je fais, c'est que, comme on dit, qui a l'information ou qui a la connaissance a le pouvoir. Et malheureusement, si on regarde, rares sont les programmes de recherche d'envergure qui sont financés par le Sénégal. On parle beaucoup d'autonomie, etc. Mais en matière de recherche, de développement de connaissances, on est encore loin. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre en chose des politiques sans avoir des évidences scientifiques, sans avoir des données pour étayer, pour avoir les résultats escomptés. Et malheureusement, on est très en retard en matière de collecte de données, de mise à disposition des connaissances, et ça ne facilite pas non plus l'action. Et donc, ce que je disais sur les enjeux de gouvernance, cette connexion qu'il y a à faire entre le monde de la recherche et le monde du développement est également un enjeu de taille par rapport à la gouvernance dans le domaine climatique. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses claires. Est-ce qu'il y a des participants qui souhaitent encore intervenir? On arrive bientôt à la fin du temps qui nous était imparti. J'avais deux dernières questions, mais je tente pas s'il y a encore des questions ou des interventions à recueillir au niveau du chat. Donc, s'il n'y en a pas, on passe aux deux dernières questions, Dr. Sall. Donc, pour le cas spécifique de Saint-Louis et qui est très actuel également par rapport à la brèche, pour vous, quelles sont les nouvelles réformes à adopter côté orientation publique qui seraient nécessaires donc pour améliorer la gestion de cette brèche-là et du littoral sénégalais de manière générale? La Alors, dernière également, là, c'est par... Oui. Allez-y d'abord, oui. Vous pouvez y aller. bon, pour moi, c'est ce que je disais en dernier, hein, ce qu'il y a lieu aujourd'hui par rapport à Saint-Louis, c'est une prise de décision éclairée. Et une prise de décision éclairée ne peut pas se faire par la recherche. Aujourd'hui, d'habitude, je pense que c'est au début de ma carrière, j'ai été étonnée de voir les milliards engloutis par la ville de Saint-Louis au nom des changements climatiques. Et chaque année, c'est comme si le problème devenait de plus en plus prégnant. Donc, j'avais l'habitude de dire que voilà, Saint-Louis noie les milliards au nom des changements climatiques et c'est dommage que voilà, plus de 10 ans maintenant, à peu près 15 ans, on va dire, ça continue d'engloutir des milliards et on n'a toujours pas les résultats escomptés. La seule solution que je vois, je ne vais pas parler de solution technologique, mais c'est une décision éclairée en renforçant vraiment la recherche et en valorisant les résultats de la recherche au profit des décisions politiques à prendre. Sinon, on va continuer cette gestion des urgences quotidiennes à n'en plus finir et Saint-Louis va demeurer parmi les villes les plus vulnérables au changement climatique. Et c'est pareil pour le littoral de façon générale. Ouais. Merci. Et la dernière question est en lien avec la collecte de données dont vous parliez. La géométrie est actuellement un outil incontournable pour la gestion et le recueil de ces données-là, mais actuellement également par rapport aux outils nouveaux, dont l'IA, qui est utilisé dans plusieurs secteurs et qui contribue à résoudre de nombreux problèmes. Quel est, selon vous, l'apport de cette IA-là dans la gestion des risques, dans la prévention également ou dans la collecte des données? À valoriser au maximum, on parle aujourd'hui d'objets interconnectés pour dire que je parlais de problèmes de ressources humaines, par exemple, à l'échelle des collectivités territoriales, mais ceci peut ne plus être un handicap en soi pour disposer des données avec l'IA, les objets interconnectés, qui peuvent nous permettre de suivre plusieurs paramètres, d'avoir des informations en temps réel, etc. Et comme on disait tantôt, malheureusement, les pays en développement, on court toujours derrière. Certains, j'ai assisté au campus des solutions organisé par ENDA
je pense qu'il doit y avoir 2 ou 3 semaines. Et j'ai été ravie que ça a été orienté vers l'intelligence artificielle. Et le conférencier, c'est ce qu'il disait, et je pense que c'est un constat général. Dans nos pays, c'est tout à fait normal, hein? Les gens parfois ont peur de l'IA. Est-ce que ça ne va pas conduire à une perte de l'emploi? Est-ce qu'on peut faire confiance, etc. Comme tout début. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a une nécessité d'investir largement sur ça pour pouvoir répondre à ces préoccupations de collecte de données, mais également d'avoir des informations et puis d'affiner même les scénarios dont je parlais tantôt, parce que c'est l'autre problème que nous avons aujourd'hui. Les scénarios sont globaux. Nous, à part quelques structures qui sont en train de faire des recherches, je sais qu'également l'ANACIM a fait beaucoup d'efforts en la matière, mais ça reste quand même, ça devrait être valorisé davantage avec des systèmes d'information, pourquoi pas même à l'échelle des collectivités territoriales, pour pouvoir apporter des réponses ponctuelles, permettre d'affiner les scénarios, mais de pouvoir avoir l'information pour tout ce qu'on disait tantôt en termes de politique d'anticipation, en termes de politique d'adaptation, mais surtout de production de connaissances en temps réel pour pouvoir donner des réponses. Parce que comme je le disais, par rapport au changement climatique, les différents paramètres se présentent, c'est pas pour rien quand on parle des paramètres, on parle des aléas, parce qu'on n'a pas une maîtrise parfaite. Et ça pourrait permettre d'affiner beaucoup de choses, de pouvoir anticiper beaucoup de choses, et à nécessité quand même qu'on puisse investir, qu'on ne voit pas les IA malheureusement de façon générale aujourd'hui. Quand on prend l'exemple de la jeunesse, quand on parle d'IA, on va penser à questions-réponses peut-être au niveau de ChatGPT, à faire des montages avec certains logiciels, etc. Mais vraiment qu'il y ait cette campagne d'appropriation de l'intelligence artificielle en tout ce qui concerne la production de connaissances, tout ce qui concerne également la gestion, l'aménagement du territoire, la planification, orienter changement climatique. Pour moi, ça pourrait être un grand apport. Merci à vous, Dr. Sall. Nous arrivons au terme de cette séance. S'il n'y a pas un autre participant en ligne qui souhaiterait intervenir, je vous redonne la parole, Dr. Sall, pour un mot de la fin. Mot de la fin, vraiment remercier l'ASPAT de mettre en avant ces questions aujourd'hui qui sont au cœur de la recherche de façon générale, mais également au cœur des préoccupations de développement. Les remercier également pour cette opportunité. Comme je le disais, j'ai été, je peux dire, pendant un bon bout de temps déconnectée de la recherche de façon générale, mais je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur des questions conceptuelles, théoriques, mais surtout également de mettre en avant un aspect que cette dimension recherche doit être au profit du développement. Et je pense que c'est ressorti dans nos discussions. On a vu également comment est-ce que ces questions de recherche pourraient éclairer le développement de façon générale et davantage inspirer des chercheurs pour établir cette connexion entre le monde de la recherche et le monde du développement de façon générale. Donc, vraiment des mots de remerciement et d'encouragement également en direction de l'ASPAC, dans l'espoir qu'on pourra avoir d'autres opportunités d'échanges, de rencontres pour discuter de ces questions, mais également discuter d'autres questions préoccupantes pour le développement de nos pays. Merci. Merci beaucoup. Nous vous remercions également pour votre disponibilité et votre patience également pour cette séance de séminaire, également pour la coordination de tout le séminaire derrière. Je rappelle aux participants en ligne également que la vidéo sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube, laspat.org, laspat séminaire plutôt, dans les jours à venir. Également, nous aurons d'autres sessions de ce genre, dans la même thématique, avec d'autres thèmes plus spécifiques. Donc,
Je vous remercie à tous pour votre participation et votre patience et je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.